Putain, mais mec, tu me claques que des punchlines. Ouais, non mais ça c'est vraiment bien pour le coup, tu vois. Se dire, est-ce que c'est vraiment difficile ce que je suis en train de traverser ou est-ce que je me mets pas un stress inutile sur un truc qui n'est pas encore arrivé. Première marche, aïe, j'ai fait des topo, je suis rentré chez moi. Après Fréjus, c'est l'été, la canicule. Donc s'il y a des gens qui réussissent, tout le monde peut réussir. Et le suicide, je le rappelle encore parce que pour moi cette phrase-là elle est importante, je l'ai vu passer quelque part. Le suicide c'est une solution permanente à un problème temporaire. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Tchatch. Aujourd'hui, je reçois un mec qui met en difficulté mon tabouret de par sa masse corporelle conséquente. Je reçois le magnifique Théo Fauché. Enchanté, un Salut plaisir. Théo, bienvenue. Pour info, je fais 1m86 pour 100 kg. Ouais. Et à côté de ce mec, j'ai la première fois la sensation d'être un homme petit. Parce que je fais 1m94,5 pour 131 plaques. Donc moi je m'appelle Théo Fauché, j'ai 25 ans. Actuellement je suis donc influenceur, de ce qu'on peut dire vu que je vis des réseaux. Avant de faire ça, du 4 septembre 2018 au 4 septembre 2023, j'ai été au Premier PIMA où j'ai fait mes classes, une année d'attente de stage et puis après mon cursus. Je fais un petit temps en groupe, sans prétention, et j'ai fini au BI de ma compagnie. Suite à ça, j'ai fait une reconversion dans le civil où j'ai eu quelques petits jobs et là je me suis consacré pleinement au bodybuilding. Je prépare une compétition l'année prochaine et je suis sponsorisé par les marques que j'ai toujours voulu. Et distributeur de l'eau cortisol avec une petite trend que j'ai pu lancer, que je me suis même fait tatouer sur la main en tant que banane que je suis, quoi. Alors du coup, faut que tu m'expliques parce que moi en fait j'ai appris que c'était toi qui avais lancé ce concept de low cortisol. Ça, ouais. Et en fait moi je connais une meuf, elle est influenceuse mode et fashion. Ok. Et des fois elle claque des low cortisol week-end. Et je me suis dit putain mais... Et quand j'ai vu le truc tatoué sur la main et que tu m'as expliqué que ça venait de toi, moi je vais être honnête avec toi, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Et je sais toujours pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de l'idée? Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, la genèse de l'idée, en fait, toute ma vie, j'étais un peu stressé, parce que le cortisol, donc c'est l'hormone du stress. Et en fait, le stress, il se génère soit d'actions et d'événements qu'on a eu dans le passé, qu'on transpose sur notre futur, donc on crée du stress qui n'a pas lieu d'être, ou on imagine des scénarios qui sont pas arrivés, tout simplement. Parce qu'on vit jamais vraiment dans l'instant présent. Et au final, c'est d'essayer de se rendre compte que même si on est en difficulté, même si on ne sait pas ce qu'il faut faire demain, ou peu importe ce que la vie peut nous amener comme difficulté, il faut vivre dans le moment présent, faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est ok, parce que on a 2 bras, 2 jambes, et on a toujours réussi à se refaire. Donc garder son stress bas, et même quand on stresse, juste réfléchir, se poser, et se dire est-ce que c'est vraiment difficile ce que je suis en train de traverser, ou est-ce que je me mets pas un stress inutile sur un truc qui n'est pas encore arrivé. Voilà. Mon père disait toujours « la peur n'évite pas le danger ». C'est ça. Il me disait ça avant de me mettre une claque, généralement. En mode, viens, prends ta claque et repars. Ah, une bonne CBF, de temps en temps, ça fait du bien. Après, je suis pas contre la violence, enfin, je suis pas pour la violence, on va dire, mais ouais, une bonne CBF, ça fait du bien. Écoute, moi, j'en veux pas à mon père. Je sais qu'il y a des gens, ils détestent leurs parents pour rien. Moi, mon père m'a mis des grosses claques, ma mère aussi, mais j'aime mes 2 parents. Ouais, moi, j'aime même mon daddy aussi. No daddy issue. Zone sans daddy. Après, des fois, je vais rendre à ma copine. Ah Mais par contre, on aime les meufs avec des daddy issues quand même. ouais, ça c'est la base. Ça, c'est cool, okay. C'est cool. On peut s'entendre. Alors c'est marrant que tu parles de stress parce qu'en fait, la définition primaire du stress, c'est l'ensemble des adaptations de l'organisme lorsque survient une situation ou une menace avec l'obligation d'y faire face, par la fuite, le combat, la soumission. Aujourd'hui, on parle tout le temps de stress. En mode, qu'est-ce que je vais faire demain au taf? Est-ce que mon manager va pas me parler? Mais en fait, c'est pas vraiment une notion de stress, plus une notion d'anxiété, non? C'est ça. En fait, c'est une notion d'anxiété où on se crée plein de scénarios dans sa tête sur des choses qui n'existent pas ou qui se passeront peut-être jamais, parce qu'en fait, on imagine beaucoup de réalités fictives. Alors qu'en fait, si on vit vraiment dans son instant présent, il n'y a pas trop d'anxiété. Là, par exemple, je suis en train de faire ce podcast avec Thomas, le moment est cool, je sais pas ce que je fais après, par exemple, et je pense pas à ce que je vais faire après, parce que je peux créer des scénarios qui n'existent pas. Donc, vivez dans votre instant présent, dans cette temporalité-là, et ensuite, le futur, c'est pas arrivé encore, donc on sait pas ce qui va se passer, et il faut pas imaginer que le futur sera mauvais, en ayant des peurs passées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, j'ai eu plein de mauvaises expériences dans le passé où c'était comme ça », et qui imaginent un futur mauvais. Non, la vie, c'est un peu comme aux échecs. Faites du mieux que vous pouvez, et la seule chose qui compte, c'est ce que vous faites au prochain move. Donc, vivez dans l'instant présent, et c'est vachement ok, et il n'y a pas trop de stress à avoir en réalité. C'est ouf quand même ce que tu dis, parce que c'est très profond, du coup. Je m'attendais pas à une phrase aussi profonde dès le début. Mais en fait, c'est vrai, et moi j'ai souvent eu cette conversation, forcément, ayant fait l'armée, j'ai connu des gens en dépression, hein.
et des gens qui parlent même par moments de suicide. Et moi, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, hein, pas forcément en mode PTSD, mais en mode qu'est-ce que la vie me réserve, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que ma boîte va couler, voilà, j'ai eu des trucs comme ça. Et pour moi, le suicide, par exemple, a jamais été une option. Quand bien même j'ai été le cœur brisé, parce qu'on s'est tous déjà fait larguer par une meuf qu'on aimait, voilà. Je me suis toujours dit, en fait, quand tu mets fin à tes jours, tu arrives dans une situation où tu sais pas ce qui aurait pu arriver de mieux après. Et en fait, la vie s'arrange toujours au bout d'un moment. Et là, je dirais même plus que le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Et ça, c'est ce que j'ai toujours défini. Et ensuite, la douleur que les gens qui vont se suicider peuvent faire à leur entourage, elle est énorme. Et la vie, c'est ok. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des situations où j'avais moins d'argent, je faisais des bêtises dans le monde de la nuit, où ça s'est moins passé, j'ai fait plein de conneries de jeunesse. Et en fait, si je reviens en arrière avec tout ce que j'ai maintenant, tout ce que je suis en train de réaliser, bah, j'ai aucune raison de stresser parce que la vie va vraiment très très bien se passer. Et pourtant, j'étais pas très bien en point. Et il faut visualiser une grosse image du futur et se dire que c'est ok parce qu'on a 2 bras, 2 jambes et les gens qui réussissent et les gens qui vous inspirent, ils ont 2 bras, 2 jambes aussi et tout le monde est exactement pareil. Donc s'il y a des gens qui réussissent, tout le monde peut réussir. Et le suicide, je le rappelle encore parce que pour moi cette phrase-là elle est importante, je l'ai vu passer quelque part, le suicide c'est une solution permanente à un problème temporaire. Putain, mais mec, tu me claques que des punchlines. Ouais, non mais ça c'est vraiment bien pour le coup, tu vois. Nous, c'est vrai que tu connais l'équipe de Zigoto avec qui on travaille à côté. Et nous, à chaque fois qu'on a des moments durs, à chaque fois on se dit, ouais, au pire on meurt. Au pire on fait un appart. Et il n'y a plus d'impôts à payer, c'est ok, voilà, parce qu'il nous taxe beaucoup quand même. Hein. Ce sera pas déclenché par nous-mêmes, mais peut-être une solution tierce, tu vois. Ouais, annexe. Fais-le pour moi, s'il te plaît, vas-y. Non, mais il est clair et net. De toute façon, tu sais, t'as toujours des moments d'incertitude dans la vie. Et en fait, il y a qu'une seule solution, c'est de marcher ou crever. Moi, je sais que typiquement, quand je me suis engagé dans l'armée, j'étais au plus bas psychologiquement de ma life. Je venais de perdre tout ce que j'avais en Angleterre, parce que j'ai vécu 5 ans en Angleterre, mais j'ai eu une mauvaise phase, mec, où je me suis retrouvé vraiment dans la merde. Il y a eu les attaques de Paris dans la foulée. Donc du coup, en fait, j'ai vu des compatriotes français à moi qui se faisaient crever. Et moi, j'avais toujours dit en Angleterre, je disais, moi, je retournerai jamais en France, sauf si c'est la guerre. Et bah là, du coup, c'était le prétexte pour rentrer. Et je me suis engagé. Et en fait, c'est ça qui m'a aussi donné une force, parce que je voyais, nous, on est arrivé à 42 aux classes, et au final, rien qu'au bout des 3 mois, à la fin du CFIM, qui était pourtant, selon moi, pas le plus difficile, on était genre 27 et quand on a fini c'était l'hécatombe, il y a même un mec qui a déserté pendant une marche, enfin tu vois, il y a eu des mecs qui se sont barrés, qui ont craqué. Et en fait moi j'avais pas d'option parce que si je quittais l'armée, je retournais chez ma daronne à la Roquette-sur-Siagne, donc un petit bled où il y a des bambous à côté d'un canal où tu te fais démonter par les moustiques, pour dormir sur un clic-clac dans un endroit où il fait 35 degrés l'été sans clim. Donc en fait, si tu veux, moi ma vie c'était de la merde. À ce moment-là, j'avais plus rien en Angleterre, j'avais aucune perspective. Là, t'étais obligé de faire donc en fait, si tu veux, quand j'étais dans l'armée, même si, tu sais, il y a des fois où je me suis dit, putain, ça me casse les couilles, je me fais mal parler toute la journée. T'imagines, en fait, quand c'est chez toi, et moi, c'était à peu près pareil, hein, tu vois, parce que mon père, par exemple, il me démontait niveau sport, j'avais pas le droit de voir mes potes, j'avais pas le droit de sortir ou de faire quoi que ce soit, et il y avait un parcours qui fait 10 km avec une montée de funiculaire, une montée, mais atroce, hein, un truc immonde, et il me la faisait faire en sprint jusqu'à ce que je vomisse avec des pompes et tout. En fait, je me disais, si je quitte mon cursus, par exemple, ou autre, bah, en fait, quand je rentre, mon père va me défoncer. J'ai juste pas abandonné pendant mon stage parce que je savais que j'allais me faire défoncer en trompant mon père. Et je préférais finir un stage où je vais crier dessus avec des gars que je connais pas que rentrer à la maison avec mon père parce que mon père, globalement, j'aurais vécu avec lui longtemps. Donc je me suis dit, j'abandonne pas parce que sinon je vais me faire défoncer. Ah non, mais c'est ça. Puis tu sais, il y a aussi la notion de honte. Parce que moi, j'ai dit à tout le monde que j'allais dans l'armée, tu sais, genre du coup, pour masquer un peu mon échec financier, social et total de Londres, parce que je te dis, Londres, je suis monté comme ça et je suis vraiment redescendu, mais encore plus bas que Et l'armée, c'était un peu le masque devant tout. Ouais. Et c'était genre en mode, ouais, je m'engage à l'armée parce que j'ai des grosses couilles, je vais défendre la France, mais en vrai, j'avais plus rien, tu vois. Donc je me dis, si je fais 3-4 mois et que j'abandonne, je me dis, il y a tout le monde qui va me dire, mais t'es pas à l'armée? Et je vais leur dire, bah non, je suis une merde, j'ai abandonné, tu vois. Ouais, première marche, aïe, j'ai fait des topo, je suis rentré chez moi. Chaud à Fréjus, c'est l'été, la canicule. Voilà. Et c'était vraiment ça, tu vois, moi qui m'a poussé. Et même quand je suis arrivé en compagnie et qu'on s'est fait souiller, je me suis dit, je viens de passer 6 mois à me faire destroy. Et là, j'arrive en compagnie et il y a des mecs qui ont genre 2 ans de service de plus que moi, mais je suis une sous-merde à côté. Donc non, bah, je pense que en fait, quand tu as une phase de gros stress, il faut la capitaliser. Ouais. Tu vois, Alex, par exemple, il a eu une phase de gros stress et de déception amoureuse.
il a lancé Chiron. Ouais. Voilà. Moi, je sais qu'avant, quand j'avais des ruptures, j'avais tendance à me mettre dans les trucs de dépravé, tu vois, genre sortir plus, voir plus de meufs, etc. J'ai eu ce pour oublier. truc-là aussi et je vais t'en parler après. Ouais. Et ma dernière vraie rupture où j'ai souffert, je me suis mis à la boxe, à Donf. Ok. Genre en fait, limite ma vie était un bootcamp. C'est-à-dire que sur une semaine, je faisais 6 sessions de boxe. Parce que tu capitalises et tu utilises cette énergie pour faire quelque chose. Parce que, encore une fois, s'il y a des gens derrière qui vivent des dépressions, ça on me l'a pas mal parlé, ou des gros moments de stress, moi quand j'ai 17 ans et demi, j'ai pas de potes, clairement, je suis un peu stressé, je sais pas ce que la vie me réserve. Tout le monde m'a dit que je réussirais pas à rentrer au premier PIMA, donc je le prends un peu comme un défi personnel. Donc je fais ça, et en sortie d'armée, j'ai ce qu'on appelle un peu la peur d'urger. Je me suis rendu compte, parce que mon père, même s'il était très fier de moi, il me l'a jamais trop exprimé. Donc ça, après, c'est un bon père, ça. Ouais, non, mais ça, c'est un bon père, mais au final, je suis un peu dépendant affectif dans des relations amoureuses, et je m'oublie, je fais plus trop de sport. Donc après, j'ai une grosse rupture en 2025, avec une personne, bon, je critiquerai pas, parce que je vais pas cracher dans l'eau que j'ai bu, mais cette personne-là, au final, maintenant, je la remercie, parce que l'état de dépression après cette rupture que ça m'a mis, ça m'a poussé à vouloir faire quelque chose que je voulais apprécier moi réellement. Je me suis plus rapproché de Dieu. J'ai fait du développement perso, et même si à l'armée, on nous dit prenez un Doliprane et avancez, je suis allé voir une psy pour la première fois, j'ai fait de l'EMDR, de la kinésiologie, et je me suis dit qu'est-ce que j'aime réellement, qui me procure du bonheur au fond. Moi, c'était la muscu, j'ai toujours aimé faire de la muscu. Et de là, je décide de me lancer sur les réseaux sociaux, dans cette période de stress où c'est une des pires périodes de ma vie, mais honnêtement, hein, et ça, j'en raconterai aussi peut-être après. Je me lance sur les réseaux, il y a tout qui fonctionne. Tout le monde me dit, ouais, c'est incroyable. Alors que je suis au pire moment de ma vie, je stresse, je sais pas ce que je ferai ou quoi. Et il y a tout qui fonctionne. Et grâce à cette période-là où j'ai capitalisé sur une anxiété forte, bah, en fait, j'ai réussi à sortir de ce moment. Et il y a une expression, des fois, quand vous lancez un dé, il faut que vous ayez un 6. Il fallait que j'ai le 6 et j'ai eu le 6, même voire le 8. Donc là, je suis, waouh, ça se passe bien, quoi. Non, mais de toute façon, il est clair et net que malheureusement, hein, sélection naturelle, mais si tu es dans une phase de grosse anxiété, bah il y a ceux qui vont abandonner et couler encore plus profond. Puis il y a ceux qui, une fois qu'ils atteignent le fond, ils mettent les deux pieds sur le sol, et ils donnent l'impulsion pour sortir de l'eau. Ça a été mon cas, mais encore une fois, si vous, derrière la vidéo, vous vous retrouvez dans ce cas-là, dans la réussite, on regarde ce que vous avez fait. Dans le succès, ça aveugle. Par contre, dans l'échec, on regarde qui vous êtes au fond. Et l'échec, c'est important, parce que plus vous allez échouer, plus vous aurez une histoire à raconter, et plus vous aurez un vécu. Ce vécu-là, c'est votre vie, c'est vachement important. Moi, j'ai fait que des échecs, j'ai connu 1 million d'échecs. Là, ça fonctionne un petit peu maintenant, mais ça fonctionne parce que j'ai eu du feedback sur tous mes échecs. Mais ouais, il faut creuser un peu quand même. Et du coup, donc tu quittes l'armée en 2023, et donc à la base, tu fais pas du bodybuilding directement, j'imagine. Non. Comment ça se passe un peu ta progression pour atteindre tes 100 Non, en fait, déjà, moi, je rentre au régiment de Bayonne, je fais 90 kilos. Ensuite, mon cursus pendant le stage co au SNEC, je fais entre 100 et 110 kilos. J'étais toujours plus haut que la limite TAP, donc les médecins, je sais pas si ça on peut en parler, mais je faisais 90 kilos, on va dire que je séchais rapidement, quoi. Mais en sortie, je fais 115, 120 à peu près, puis je commence à prendre du poids graduellement au fur et à mesure du temps. 2025, je suis dans une relation où je pense que c'est le coup de foudre, alors qu'en fait, c'est un peu tous les traumas que j'avais, toutes les red flags que j'avais qui sont projetés sur une personne. Et suite à cette rupture, je me dis, ok, j'ai toujours aimé faire de la muscu. L'armée, j'adorais ça, mais je suis plus dedans, donc je peux plus y retourner. Et qu'est-ce que j'aime faire? Ma muscu, avoir mon groupe d'amis solide. Et je fais ce qui me plaît tous les jours, sans trop savoir ce qui va se passer. Je continue de travailler à côté. Et je me dis, je vais me lancer sur les réseaux sociaux, raconter un peu mon histoire. Et pousser des grosses barres, parce que je suis un peu un citron de Bayonne et j'aime pousser les grosses barres, quoi. Et donc du coup, tu dis au début, tu te mets dans la muscu, puis après très vite, tu te dis, vas-y, je me démonte au sport, pourquoi pas faire des compètes, quoi. C'est un peu ça l'idée. En fait, je me dis, pourquoi pas faire des compètes, parce que pour moi, dans la vie, c'est important d'avoir une deadline quand on a un projet. Et en fait, je me dis, bon, j'ai toujours été costaud, tout le monde me dit que je devrais faire des compètes, que j'ai un physique à faire des compètes. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je regarde les échéances, il y a mon meilleur ami qui fait le top de Colmar, c'est la plus grosse compétition de bodybuilding en France ou en Europe, si je dis pas de bêtises. Je me dis, bon, ce serait quand l'année prochaine, je me fixe 1 an, et le 4 mars, je lance ma première vidéo, et à partir de ce moment-là, c'est comme si je devais faire un cursus SAS, par exemple. Je me dis, j'ai 1 an où je fais que ça, et on verra ce que ça donne. Donc là, je prépare une compète pour l'année prochaine. Et donc du coup, accessoirement, tu te lances sur les réseaux. Moi, je me souviens, j'ai vu passer une première fois un reel de toi, tu devais avoir 10 000 abonnés. Ouais, c'est ça. Et là, t'es venu au bureau il y a 3 semaines, 100 000 abonnés. Donc du coup, la progression, elle s'est faite assez vite. Ça, aujourd'hui, je pense que tu as acquis une certaine expertise de communication pour atteindre ce niveau. Ouais. Comment ça se fait? Est-ce que tu t'es fait tout seul? Est-ce que tu as suivi des tutos? Alors non, je me suis fait tout seul, et moi ce qui était particulier, c'est qu'en fait je me suis fait complètement dépasser par les événements. La première vidéo que je poste, ça fait 600 000 vues. Dans la nuit, je pense que c'est mon réveil qui sonne pour aller bosser le lendemain, parce que je bossais à 6h sur Genève, donc je devais me lever à 4h. C'est mes notifs Instagram, donc déjà je comprends pas ce qui se passe, parce que d'habitude j'ai 3 messages par jour et c'est tout.
Je suis sponsorisé par un sponsor, donc Iron Mills, que je soutiens, enfin que je remercie énormément. 2 mois après, j'ai Youngele, donc c'est la plus grosse marque actuellement. Et même si j'ai pas honte de le dire, il foudroie Gymshark. Ensuite, j'ai d'autres sponsors, donc tout ça va tellement vite, les abonnés vont vite, j'ai des featuring qui arrivent toujours de plus en plus vite. Je signe assez rapidement au bout de 2 mois avec un manager pour mes réseaux. Là maintenant, je suis en train de structurer certaines choses, je regarde pour même avoir un community manager pour gérer les réseaux, parce qu'en fait, la contrainte de temps, on n'imagine pas ce que c'est derrière, mais en fait, vu que c'est tout arrivé rapidement, j'ai pas eu le temps de mettre en place certaines choses, parce que moi, les réseaux sociaux, il y a au mois de mars, j'avais 400 abonnés, j'étais en privé, aucune photo de moi. Donc c'est un monde que je connais pas du tout, qui maintenant je commence à connaître, mais le temps de tout mettre ça en place, au début, je passais du matin au soir sur mon téléphone, c'était infernal. Puis mes parents ou les proches qui comprennent pas, qui me disent mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, pourquoi t'arrêtes de travailler, t'es sur ton téléphone toute la journée, t'es un branleur. Sauf qu'en fait je suis en train de gérer 1000 trucs, donc des fois il y a des gens, je leur envoie un message, le temps que je réponde à leur message, bah, j'ai eu 20 messages depuis, donc je retrouve même plus les messages de mes potes. C'est un milieu particulier quand même. Ça, c'est vrai que c'est le pire. Moi, je le vois avec Mike Echo. Des fois, il y a un mec qui m'envoie un truc, je dis vas-y, je reviens vers toi dès que j'ai la réponse. Je fais, tu sais, genre un mec Qui m'a envoyé le message? Il me demande un numéro de l'écoute psy ou un truc comme ça. Donc je dis vas-y, attends, hold on, j'arrive. Ouais. Et je trouve le message parce qu'en final, demander à un mec, il dit attends, je demande à un tel machin, le truc, ça revient dans 5 heures. Ouais. Et là, après, je suis comme un con à scroller, à rouvrir des messages. Et tu sais plus qui a envoyé le message. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est peut-être celui-là. Non, c'est toujours pas celui-là. Ouais. Et mec, c'est la galère. Donc maintenant, j'ai atteint, tu vois, le level de cotorep ultime. Ouais. Quand je dois revenir vers un mec, je fais un screen de la conversation. Ouais. Comme ça, après, tu vois, genre quand j'ai mon truc, je vais dans mes photos, j'arrive et du coup, maintenant, j'ai plein de photos de screen de messages à la con. Moi, je fais soit ça, soit un petit tip, parce que je vais peut-être te donner qui va t'aider. Ah, vas-y. Le mec, je lui dis, bon, bah vas-y, je reviens vers toi, et je lui dis, écris-moi un message avec un tel, comme ça, je tape dans les recherches des messages Insta, le nom exactement de la recherche que le gars m'a demandé, et comme ça, quand je l'ai après, on retrouve tous les mots qui sont associés. Ah, et du coup, j'arrive à retomber sur la conversation dessus, ouais. Ça, c'est pas Parce que bête, des fois, j'ai mec. perdu des gars sur des conversations, et je me disais, putain, le mec, il voulait qu'on tourne une telle vidéo, et je l'ai cherché peut-être pendant une journée, je le retrouvais pas. Ah ouais, non, mais mec. Ouais, c'est infernal. Puis tu sais, en plus, toi, t'as 100 000 abonnés, c'est ça, 100 000 Presque 100 000, mais là, avec les collabs qui vont arriver dans la semaine, ouais, j'ai 100 000, ouais. Ok. Tu vois, genre, nous, on soupçonne pas, mais dans notre ligne de business que tu connais, Ouais. une fois, on est allé sur un salon spécialisé, et en fait, je me suis retrouvé à avoir un espèce d'actionnaire dans une boîte de crypto qui me dit « Ah, mais je te suis sur Insta !» Et moi, j'étais là en mode « Mais j'ai des mecs comme ça qui pèsent dans mes abonnés !» Ok. Et tu vois, on parle de boîtes à plusieurs, voilà quoi. Ouais. Et des fois aussi, tu vois, ça c'est Alex qui m'a dit ça, c'est quand, tu sais, faut bien lire, c'est pour ça qu'il faut bien aussi lire ces messages de followers, parce que des fois tu peux avoir des putains de propositions commerciales, Bah là, on va et dire... passer à côté, tu vois, genre parce que t'as pas lu un truc ou quoi, ou que t'as pas regardé qui t'avait envoyé le message. Bah là, concrètement, ça, bon, je t'en parlerai après, mais là, j'ai eu la chance, sur tous les messages que je recevais. Et des fois, la vie est faite de rencontres, et de pouvoir me faire soutenir, et par quelqu'un qui est réellement un ami, que je remercie énormément, vraiment. Et sur un message, genre, j'en reçois énormément, et c'est un soutien, mais un vrai soutien pour le coup. Ok. Ce qui, moi, peut tout me changer, vraiment. Ok. Sur un message qui était dans mes requêtes, que d'habitude les requêtes que j'ouvre jamais, et je me suis dit, ouais, c'est fou que j'ai ouvert ce message-là, quoi. Bah tu vois, typiquement, moi je vais prendre l'exemple de Alex, mais je sors de l'armée, il m'envoie un message, il dit « Ah putain, t'es sur Paris maintenant je fais mon anniversaire, vas-y viens, je vais regrouper tous les influenceurs de Lille pour un marathon. » Au final, on s'est fait potes. Aujourd'hui, je suis associé avec lui sur 2 boîtes. Je bosse pour une 3e à lui. La vie est faite de rencontres, en fait. Et en fait aussi, surtout, je me serais jamais mis à mon compte sans l'avoir rencontré. Ok. Parce que ce mec-là, Alex, c'est un mec qui t'attrape, il te dit « T'as combien sur ton compte là ?» Tu lui dis exactement combien t'as, il dit « Ouais, on va ouvrir une boîte. » Tu vois? Ah ouais. Et genre, c'était en mode « Pourquoi tu bosses pour les autres alors que tu pourrais bosser pour toi ?» Tu vois, il est très comme ça. Ok, trop cool. Et en fait, il a poussé toute l'équipe, hein, globalement, on a des boîtes, parce qu'il nous a poussé là-dedans. Donc tu vois, il y a la notion de succès. Moi, c'est pour ça que je dis, quand j'entends un mec qui dit « Ouais, mais tu t'es fait tout seul », je lui dis en mode « Tu te bouges le cul tout seul, mais il y a quand même des rencontres qui font que tu peux jamais vraiment... » Et ça, moi, je suis bien placé pour t'en parler, parce que là, j'ai eu la chance de faire une rencontre incroyable qui, là, pour tous mes projets, c'est vraiment bien. Mais en fait, le self-made, moi, je dis que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la volonté de créer quelque chose tout seul, mais tôt ou tard, on ne peut pas tout faire tout seul non plus. Par exemple, là, l'opportunité que tu me donnes de faire ça avec toi, c'est toi qui me donnes cette opportunité, potentiellement il y a de la visibilité, et en fait c'est une aide mutuelle de plein de personnes qui, mis bout à bout, fait qu'il y a un projet qui fonctionne. Mais des fois dans la vie, il y a des trains qui passent, ces trains ça peut être des rencontres, ça peut être des coups de pouce, il faut être préparé, parce que pour avoir la chance de prendre ces trains-là,
il faut que la préparation rencontre l'opportunité. Non, mais c'est clair. Hein. De toute façon, tu sais, des fois, tu as les fenêtres de tir et Il faut tu pas la les rates, louper, ouais. tu pourras plus le refaire. Ouais. Et si vous ratez des fenêtres de tir ou autre et vous dites putain j'ai raté ce truc-là, c'est ok. Il faut pas stresser. Des fenêtres, il y en aura d'autres. Il faut juste être prêt parce que le jour où il y a un train qui passe, il faut savoir le prendre. Et même si vous venez de rater un train, il y en aura d'autres. Il n'y en aura pas des millions, il y en aura d'autres, mais il faut juste se préparer et être prêt. Bon, après, ça dépend du train. Hein. Si sur le train, c'est une patate de Théo dans la gueule. Moi, je pense que c'est comme Ragnar le Breton, c'est un 40 jours d'ITT. Oh putain. Je pense que c'est un changement de quotidien, clairement, ce qu'il lui a mis. Ouais. Tu sais, on en parle souvent, mais moi, typiquement, j'ai pas l'impression. Bon, je suis pas costaud comme toi, hein, mais je suis quand même à 100 plombs et j'ai une grande allonge. Ah non, t'es costaud quand même. Hein. Donc, du coup, moi, j'ai tendance dans mon corps, vu que je fais des footings, du poids de corps, je me sens, on va dire, fin et agile. Mais en fait, dans les faits, je vois avec l'interaction que j'ai avec les autres mecs que je suis pas fin et agile. Même moi, tu vois, par exemple, je fais 130 packs, regarde, je suis en train de transpirer parce que j'ai le métabolisme à fond, je suis un peu comme un obèse, quoi. Ouais, non mais... Un obèse avec des abdos, au final. Mais tu sais, c'était la vraie question, c'est... moi, j'ai quand même, pas un respect, mais une certaine notion de t'as des couilles. Ouais. Quand je vois des mecs de 70 kilos qui m'embrouillent, parce que même si t'es un mec, admettons, de 70 kilos, t'es un putain de boxeur, t'as une technique de l'espace, en vrai, une patate d'un mec de 90 à 100 kilos dans ton corps de 60 kilos, il va avoir des dégâts. Ouais, en fait, je pense que c'est de l'inconscience, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien provoquer des gens un peu plus grands ou plus costauds pour se prouver ou montrer, parce qu'ils savent très bien que les gens plus grands ou plus costauds, soit c'est des gens qui font aucun sport de combat, soit c'est des gens qui n'iront pas chercher les bêtises, parce que concrètement, dans la violence, sauf cas extrême, ça résout pas grand-chose. Parce que même moi aujourd'hui, par exemple, je suis très costaud, je sais me bagarrer, mais si quelqu'un demain vient m'alpaguer, clairement, si je le frappe, je vais lui faire du mal. Donc, je vais avoir des problèmes ou autre chose. Donc, moi, je préfère éviter le conflit, mais il y a des gens qui cherchent le conflit, mais c'est quelque part de l'inconscience. Ah, tu vois, tu parles justement de ça. Je me suis... Bon, alors, c'était un militaire, donc du coup, ça s'est réglé à l'amiable. Glaçon sur le front, sur la table? Non. En gros, très alcoolisé, plus grand que moi, donc Golgoth quand même. Et le mec, en fait, il menaçait mon associé au bar, machin, il était violent. Et moi, j'ai voulu le sortir, il me faisait peur, il était plus grand que moi. Okay, ouais. Et à un moment donné, j'ai été obligé d'envoyer une première, parce qu'il me mettait des mini coups de tête. La fameuse Golden. Et celle où je t'ai montré la vidéo. Et en fait, la première que je lui ai mis, elle lui a rien fait. Donc là, je me suis dit, il va m'arracher la tête, et j'en ai envoyé une grosse. Et il y a sa gonzesse qui est venue le dimanche pour récupérer ses affaires. Ouais. Et du coup, elle parlait. Bon, la meuf, elle était chill, hein, franchement. Elle a dit, en vrai, il a cherché la merde, il était alcoolisé. Bon, c'est comme ça. Et je lui ai demandé s'il allait bien, parce que moi, je me suis quand même cassé la main sur lui. Ah, solide le Pax quand même. Et du coup, tête bien dure. Et du coup, plancher orbital et arcade, hein, quand même. Et ça s'est fait en 2 patates. Enfin, en une vraiment, parce que la première, je l'ai mis menton. Moi, je vais éviter de prendre une patate de toi, du coup, Non, mais tu sais, genre, moi, je l'ai mis. T'as vu la taille des paluches que t'as comparé aux miennes? Bah, arrête, t'as des grosses mains, mec, regardez-moi ça. Putain. Mais du coup, c'est vrai que quand t'es plus jeune et que t'es au collège, tu sais, tu te bats, t'es là, 1, 2, 3, à faire la machine à crocher, à être dégueulasse. Et tu sais, tu mets 10 coups à un mec et ça va. En fait, maintenant que t'es adulte, t'as gardé ce mindset de collégien de dire faut que je mette 10 patates, mais en fait, des fois. T'as pas besoin de mettre 10 patates. Tu mets une bonne patate, c'est un changement de quotidien. Et du coup, vu qu'on parle de force, moi j'ai des questions métriques par rapport à toi. Parce que c'est toujours bien de se comparer dans la vie. Donc, toi, à peu près, on va faire par étapes. En soulevé de terre, on est à combien là? Moi, j'en fais plus, mais j'ai passé 3-10 en tradi. 3-10 en tradi, ok. Pourquoi t'en fais plus? Parce qu'en gros, moi, mon sport maintenant, c'est le bodybuilding, donc rien à voir avec l'armée où je vais être polyvalent, c'est purement esthétique. Et la balance bénéfice-risque d'un soulevé de terre, le soulevé de terre, c'est pour travailler le dos et la chaîne postérieure. Il y a des exercices bien plus complets pour mon dos, avec un risque bien inférieur. Parce que le soulevé de terre, la probabilité de blessure, elle est vraiment accrue dessus. C'est quelque chose que je fais de temps en temps, parce que j'aime bien quand même soulever des grosses barres. Mais si je me blesse maintenant, sachant que j'ai des échéances avec des compétitions, ce serait un réel frein. Donc tout ce qui peut potentiellement créer de la blessure ou plus de contraintes, je vais éviter de le faire. Et je vais faire plus des tirages et des choses différentes. Ok. Ouais. Ok, bon, c'est 3-10, c'est pas ce que je fais en soulevé de terre. Ouais, maintenant je l'ai fait plus. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je devrais passer peut-être 220, 240 en série de 5-10 en ce moment, ce qui est toujours gros, hein, mais pour moi, mon physique, c'est pas des perfs monstrueuses non plus. C'est un exo que je fais quasiment jamais le soulevé de terre, tu vois. Bah, c'est très bien pour avoir des bases solides, mais par contre, c'est plus pour de la force. Moi, c'est les fondations. J'ai toujours fait du squat, du développé couché et du soulevé de terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un gainage monstre. Mais par contre, dans un aspect bodybuilding, arrivé à un certain niveau, moi, j'en fais plus. Ok. En rowing?
Rowing, j'ai une vidéo sur Insta où je fais une série à 220 rowing, ouais. Combien 220, je sais pas, 5, 10 je crois. Enculé. Ouais, non, le rowing, c'est rigolo, ouais, tu tires. Ah ouais, putain, moi, en rowing, 5 reps, Ouais. je pense que le max que je peux taper, c'est 2 x 20, tac, tac, donc en gros 80. Rowing, buste penché sur Ouais, une barre. ouais. Ouais, non, ça j'en vois quand même. Ah ouais, Ouais. putain, bâtard. En fait, après, il y a des choses qu'on vous dit pas. Par exemple, si on a une ceinture, on peut faire une pression intra-abdominale. Ah ouais, moi je fais sans Donc, ceinture. on a un gainage qui est plus élevé. Après, il y a des sangles ou des sangles en 8. Donc, après, pareil, il y a le grip qui est beaucoup plus élevé. Mais globalement, dans le tirage, on peut y aller. Je vais dire un truc de con, mais moi je suis anti-ceinture. Ok. Parce que je pars du principe que si mon corps m'a pas donné parce que après je vais pas chercher des perfs de malade mental comme vous, hein, mais je pars du principe que je suis censé pouvoir faire un mouvement sans avoir une ceinture qui me compresse la cage thoracique. Ok. Donc moi c'est vrai que je suis assez anti-ceinture. Ouais. Faudrait que j'essaye avec une ceinture. La ceinture, en fait, c'est bien essayé. Moi, je la prends plus pour me protéger parce qu'en fait, je soulève des charges qui sont tellement lourdes que je peux me casser le dos. Après, c'est important de travailler même sur ces charges-là sans ceinture parce que vous aurez un réel gainage. La ceinture, en fait, vous allez juste gonfler votre ventre d'air et il y a votre ventre qui va se coller, ça va venir créer un gainage supplémentaire. Donc en fait, si vous n'avez pas le gainage à la base, bah, c'est pas forcément ok. Donc travaillez sans ceinture, mais dès que vous commencez à soulever des grosses charges, mettez-la juste pour vous protéger quand même. Du coup, ce sera ma question après le tour des muscles. En développé couché, on est à combien ? Là, tu vas m'humilier. Moi, je suis à 140 de max. Je pense que tu m'humilies. Je pense que tu me mets 100 kilos. Je crois que j'ai 20 reps, 140. Non, moi, le développé couché, j'en fais presque jamais. Et début d'année, il y a un powerlifter, donc Guts, qui m'a dit de faire du développé couché parce que j'aurais un gros potentiel. J'ai fait 180, j'ai fait 2 ou 3 reps, j'ai vu que j'avais trop de force, je me suis dit ok j'arrête, j'essaye, j'ai passé 200 kilos. La semaine d'après j'ai essayé 220, j'en ai presque passé 2 sans technique, sans rien, juste comme ça. Ah ouais. Sinon j'ai les haltères de 80 kilos par bras, je passe 10 reps. Donc toi pour avoir des gros pecs comme ça qui font la taille de mes fesses là. Putain, Globalement suis gros, je suis en train de transpirer là. Putain t'es un obèse hein. Regarde, tu vois, moi j'ai chaud hein. Et ouais putain. Tu fais pas de développé couché. En fait, le développé couché à la barre, j'en fais moins parce que je préfère faire aux haltères. Parce que les haltères, ça me permet d'isoler. Et moi, dans mon but de bodybuilding, vu que c'est de l'esthétique pure, en fait, c'est la symétrie. La symétrie, c'est ultra important. Et le développé couché à la barre, j'aime bien en faire, mais aux haltères, j'arrive à recruter mieux mes pecs, par exemple. Okay. Donc, je préfère faire aux haltères. Ouais. Et du coup, ça allait être ma question parce que moi, je me base sur mes perfs personnels. Typiquement, je t'ai dit, je fais par exemple 140 max au développé couché. Okay. Mes articulations le prennent. Okay. Maintenant, quand on arrive à un certain niveau de muscle, comme toi, comment ça se passe au niveau des articulations ? Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce qu'il y a une charge maximale ? Je parle ça en connaissant absolument rien au bodybuilding. Hein. Ma seule rêve du bodybuilding, c'est Lorenzo, je vais te casser les jambes, ça va bien se passer. Ouais, je vois. Alors là, je dirais non, en fait, c'est pas en rapport avec le muscle, c'est surtout en rapport avec votre gainage. C'est pour ça qu'avant, on disait que les exercices sans ceinture sont ultra importants. Parce qu'en fait, typiquement, le muscle, il peut être énorme, mais c'est vos tendons, quand vous allez vous déchirer quelque chose qui vont être importants. Donc moi, depuis tout petit, même quand j'étais à Bayonne, au niveau de mes genoux et tout, j'ai marché, j'ai fait de l'URH, j'ai fait des marches très longues. Donc j'ai eu le temps d'avoir mon gainage. Et même si les muscles sont gros, il n'y a pas de limite de poids concrètement, mais c'est vrai que passer certaines charges, passer des 220, des 240 kg au développé couché, en fait, c'est des exercices sur un mouvement spécifique. S'il y a une seule erreur, la charge est tellement importante que le risque de blessure il est très élevé. Si je vais mal placer mon épaule ou je vais bouger mon épaule, un tendon, quelque chose qui bouge, bah là ça peut claquer parce qu'il y a énormément de poids dessus. Donc à partir de ces charges-là, faut faire vraiment attention. Parce que là, une blessure à 220 kg... ouais, t'es mort. C'est une déchirure du pec qui est énorme. Après, il y a des procédés qu'on peut utiliser pour rattraper la déchirure du pec plus rapidement, mais c'est des semaines d'arrêt. Des semaines d'arrêt, du coup, après, il y a des semaines et des mois pour retrouver le niveau qu'on avait avant, sachant qu'on n'aura jamais trop le même niveau. Donc non, c'est assez chiant quand même. De toute façon, je pense que quand tu arrives à un niveau d'athlétisme, et je parle pas d'athlétisme de course à pied, mais le fait d'être athlète, t'as beaucoup moins le droit à l'erreur. Tu sais, c'est un peu comme le tir. Si tu dévies d'1 millimètre ta ligne de mire, mais que tu tires à 50 mètres, bah forcément, en fait, ton 1/2 centimètre, c'est ça. Au bout de la cible, c'est 50 centimètres, tu vois. Et là-dessus, je ferais même le parallèle où quand j'étais à l'armée, je performais tout le temps, que ce soit des 8 kills, des trucs comme ça, en sortant, en buvant des pains de pêche le week-end, en mangeant un peu n'importe comment. Et depuis que je fais vraiment une diète d'athlète où je dors vraiment, parce que là, j'ai une machine pour dormir, parce que je fais l'apnée du sommeil tellement je suis gros. Ouais, c'est ça, il doit écraser la cage thoracique. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, j'ai tous les compléments que je prends, absolument tout, et j'ai une hygiène de vie qui, là, pour le coup, est excellente. En fait, dès que je vais boire, que ce serait qu'un verre avec mes potes, ou n'importe quoi qui dévie de ça, j'arrive à sentir la différence le lendemain. Avant, où je me rendais pas compte, parce que je dormais moins bien, puis je sortais, je prenais une bière avec les copains le jeudi soir, le fameux jeudi à l'armée.
Et là, maintenant, dès que je dévie un tout petit peu, je le sens sur les perfs et je me dis, putain, je suis un peu moins bon quand même. Mais de toute façon, l'alcool, mec, c'est vraiment un truc d'entraînement. C'est des calories vides, c'est vraiment nul. Ouais, mais par contre, c'est vraiment une notion d'entraînement parce que moi, depuis que j'ai une femme, que je suis sérieux et tout, je sors beaucoup moins parce que parce que alcool égale femme ou bagarre, hein, voilà. Donc bagarre, ouais. Donc voilà, non, mais tu sais, quand tu sors, généralement, on va pas se mentir, quand t'es jeune et que tu vas en boîte de nuit, il y a quand même un but final derrière. Ouais, c'est soit le quoi. Ouais. Voilà, parce que tu vas payer ton gin tonic 15 balles, etc. Il y a un retour sur investissement. C'est comme un braquage. Je risque 5 ans de prison, mais éventuellement, je vais vendre à 50 centimes sur l'euro une cargaison de 200 000 euros. C'est la même idée, tu vois, la boîte de nuit, tu y vas pas parce que tu kiffes la musique. Et en vrai, si on est honnête 2 secondes, quand on est jeune, j'ai plus l'intérêt d'aller en boîte de nuit. Moi non plus. Et donc du coup, je sors beaucoup moins, du coup, je bois moins d'alcool, puis je travaille beaucoup, je fais des horaires assez extensibles par moment. Donc du coup, je bois moins. Là, la dernière fois, j'ai un pote de l'armée, un ancien de ma compagnie qui est passé au bar. On a bu, bon, plus lui, c'est une machine de guerre, il fait 110 kilos, c'est un ancien champion de boxe poids lourd. Donc solide le pack. Solide, gros normand, impressionnant, grosse beubare et tout. Et bon, lui, il tient bien l'alcool parce qu'il a une génétique de bâtard. Ouais. Et même moi qui tenais bien l'alcool à l'époque. Quand t'es plus habitué, ça te bouffe. Là, j'ai pris 4 pintes. Je suis rentré chez moi, un œil comme ça, en période de canicule. J'ai sué, mais toute ma race. Parce que t'es plus habitué. Ouais, et je suis plus du tout habitué, alors qu'avant, en vrai, je prenais 5 pintes, c'était un vendredi normal, un vendredi chill, quoi. Ouais. Donc non, l'alcool c'est l'entraînement, mais après c'est bon signe, parce que comme tu dis, l'alcool c'est des calories vides. Et puis ça a des conséquences parce que à l'armée, tu sais, tu te mets une murge et derrière tu fais un effort physique. Ça veut dire que ton corps il est déshydraté, ton foie il a pris tarot et derrière tu lui infliges 8 km à 5-10 le kilo. Et c'est pour ça que je fais un parallèle où tous ceux qui sont à l'armée et qui ont envie peut-être de se lancer sur un réseau ou de faire du sport, à l'armée, tous les gens que j'ai connus c'est des machines parce que c'est les gens qui sont capables de sortir, de boire, de faire un peu la fête. D'enchaîner des manips, d'avoir un niveau sportif monstre, et à côté tous les gens, je vais pas dire tous, mais qui sont avec une hygiène de vie irréprochable, ils sont moins costauds que certains que j'ai pu bosser avec en compagnie. Donc les militaires, vraiment, le niveau des militaires français, il est assez élevé là-dessus. Ouais. En fait, je pense que ça c'est la vraie force de l'armée, c'est vraiment tout ce qui est moral. Tu sais, genre vraiment, combien de fois on a commencé des manips, et je me suis dit putain, on va jamais y arriver. Et en fait, tu es là, tu râles. Tu fais du sarcasme à outrance. Du fameux Mike Echo. Je peux enfin le dire parce que je suis enfin avec lui en vrai. Du fameux Mike Echo. Tu sais, genre t'es là, t'as pas envie de montrer que tu subis, mais tu dis « Oh, ça pourrait être pire, il pleut. Il pourrait pleuvoir. » Et tu dis ça pendant que tu prends l'averse, tu vois. Genre t'es au bout de ta vie et tu dis « On va crever d'hypothermie, j'ai les jambes, elles sont brûlées par le treillis. » Mais tout le monde fait des blagues. Ouais. Et au final, après, quand ça passe, tu dis « Au final, c'était pas aussi grave que l'appréhension que j'en avais. » C'est pour ça que le low cortisol, au final, c'est vivre dans l'instant présent et ça se retranscrit même à l'armée. Non, mais je te dis, ça c'était vraiment un truc qui m'a marqué avec l'armée, c'est que t'es pas encore dans la situation et tu te dis... Oh, t'imagines la manip, tu dis « Oh, ça va être de la merde. » Tu te dis « Oh, putain. » Et en fait, après, une fois que c'est passé, tu dis... c'est passé. Tu dis « Bon, on sort ce soir. » Après la douche, le remake. En fait, il y a souvent, à chaque fois, on se dit putain, ça va être vraiment nul ce qu'on va faire ou quoi, mais en fait, une fois que c'est passé, c'est passé. Faut manger le gâteau tant qu'il est là. Une fois qu'il est mangé, il est mangé. Il faut prendre les choses step by step. Il faut arrêter de visualiser les trucs qu'on a à faire sur 6 semaines, comme un stage co, des trucs comme ça. On se dit waouh, on a autant de trucs à faire. Non, on a ça à faire. Dès que c'est fini, ok, qu'est-ce qu'on va faire d'autre après? D'ailleurs, c'est aussi ça pendant les classes où ça écrème pas mal. Moi, je me souviens, au 21, on avait un camp d'aguerrissement amphibie, qui est un mini stage co. Et donc, c'est obligatoire pendant les classes. À l'époque, il fallait faire 1 semaine. Et déjà, on ramassait un peu sur les terrains. Et là, les mecs nous disaient, vous allez voir au camp marin, on va vous détruire. Et le vendredi, on est parti en QL. Le dimanche soir, on était rassemblés, il y avait 5 mecs en moins. Nous, il y a un cas qui disait, ça va se payer à Souge, ça, pas bon. C'est ça. On a teasé sur Souge, on est arrivé à Souge, c'était pas si pire que ça. Mais l'appréhension du Souge, on s'est dit, ça va être un truc de fou furieux et tout. Tu vois, c'est marrant qu'on parle de ça, parce que le camp marin, ils nous ont dit, vous allez vous faire souiller. En plus, mec, il y avait alerte orange, tonnerre et tout, donc on a pris la pluie à dormir dans un marais, c'était l'enfer, il faisait froid. La synthèse, mec, il y avait tellement de vent. Le bruit des arbres, en fait, c'était, ça devait faire 50 décibels le bordel. C'est pas mal quand même. Ouais, t'as l'impression que tes arbres ils allaient te tomber sur la gueule, tu venais de traverser un cours d'eau, enfin franchement c'était rude. Et il nous avait dit, vous verrez par contre à Val d'Aon, on va tirer au lance-roquettes, à la T4, ça va être stylé, machin. Là, on s'est moins méfié de Val d'Aon. Val d'Aon, c'est les 2 semaines les plus dures que j'ai passées de ma vie à l'armée parce qu'en fait, loin des yeux, loin du cœur, on s'est fait détruire. Mec. On faisait des courses avec des rondins d'arbres et tout. Genre, mec, il y avait une garde où tu subissais, c'était genre en mode 4 heures de garde, 2 heures de repos, 4 heures de garde à la Soutamune. Et mec, c'était la phase de repos.
Quand on y allait, j'étais là, je disais, oh putain, je vais enfin Ouais, tu pouvoir. peux te poser un peu, ouais. Mec, ils nous ont détruits à Val d'Aon, alors que tu vois, genre tout le monde avait peur du camp marin, mais en fait, le vrai dogme, c'était. Et c'est pire mentalement parce que tu t'y attendais pas, t'es, oh les bâtards. Ouais, genre nous on était là, ils disaient, ouais, vous verrez les gars, on se mettra bien à Val d'Aon, on va tirer à la salle, mi. Mec, je passais mon temps à ramasser, genre. Et à nettoyer la minimi. Non, mais mec, ils nous ont fait tu vois, genre il y avait même des petits trucs la nuit, ils nous faisaient compter les douilles qu'on avait tirées, donc tu sais, on faisait une campagne de tir, donc en gros on tirait je sais pas combien de milliers de cartouches par jour, et genre on était dehors comme ça, tu sais, en short claquette, alors qu'il fait froid le soir à Val d'Aon, à devoir compter et à dire, ok, dans cette boîte il y a 3500 douilles. Et ouais, nous on n'a pas eu ça parce que nous on avait la chance de pas compter les étuis. Non, mais c'était une punition, c'était juste Ok, pour nous ouais. faire la bite, ah non, et j'ai oublié le détail, fallait qu'on les nettoie. Oh, sympa ça. Voilà, c'était pour nous faire ramasser, Ouais, parce qu'il y sympa, avait un mec, il avait répondu, machin, donc ils avaient sélectionné une paire de volontaires chanceux qui avaient fait un peu plus de merde que les autres, dont je faisais partie. Mais ça c'est la pédago à l'armée, mais au final c'est les moments qui sont chiants sur le coup, mais c'est les meilleurs moments, on va pas se Je me mentir. souviens pourquoi. On était en train de ramasser les douilles, et il y a un mec qui a chanté une chanson de China Twain, et il y a un mec qui dit, ah ouais, ça vous amuse de chanter, bande de fiottes? Bah vous verrez ce soir. Ah, Donc non. on a ramassé comme des putes physiquement, puis après on a compté les douilles. Et c'était très long. Tu sais, compte jusqu'à 100 et tu vas dire, tiens, c'est long. Imagine 4 fois 3800 à peu près. Ouais, ça fait un petit bout quoi. À la fin, on le faisait à la louche. Je dis, écoute, dans cette boîte, il y avait 3005, dans celle-là, il y avait 3006, dans celle-là, il y a 3004. Je dis, T'es obligé de cracher. Ouais, c'est bon. Lucas c'est dit, bon. t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ouais, c'est En ça. vérifiant ça, mais là faut le regarder dans les yeux et faire, je suis sûr. Il y en a Bah vraiment oui, parce qu'en 3600. fait, il va pas recompter derrière. Non. Parce que vu comment ça t'a cassé les couilles et que ça t'a pris 3 heures de le faire, le Là mec c'est va pas que le du faire. bluff, faut le regarder. Oui, il y a 3600 000. Oui. L'armée te fait développer des compétences de poker. Le coup de bluff et d'un coup il commence. Je vois la boîte, il ouvre la boîte devant vous, faites. Oui, il y a 3800 000. Ah ok, c'est bon. C'est Et là tu fais. Non, faut faut donner un t'écouter. chiffre bâtard. 3604. T'es sûr? Oui. Oui. Ah oui, on a compté, on a doublé le comptage avec Tando et tout. La Ouais, confiance n'exclut pas le contrôle. Oh bah là, mon gars, il pouvait y aller. Bah tu sais quoi, regardez, je me mets au garde à vous, vous comptez. Pas de soucis. Ah non mais là tu peux pas compter 3600 C'est ça. Moi au bout de 10 minutes je fais oh il y en avait combien au début? Je me retrouve dedans. Tu sais, il y avait... En plus, c'est marrant parce que c'est là que tu vois aussi les profils un peu subversifs dans l'armée parce qu'on était 4-5 à faire ça. Ok. Et il y avait un mec qui était là en mode non, les gars, vous êtes sérieux? Et genre, on était, moi et mon bilan, on était en mode, tu sais quoi? Ferme ta gueule, il y en a 3603, Bah, il y en bien a sûr. 3402. J'ai dit voilà. Vous pouvez pas faire ça les gars, arrêtez, je vais vous balancer au cadre. Chef, il a menti sur les mules. Et tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais on va clore là-dessus, mais on a cette image de l'armée qui est très rigoureuse, discipline, le moral, qui est vrai. Oui. Qui est vrai parce que la mission est sacrée. Mhm. Mais il y a une notion qu'on sous-estime beaucoup dans l'armée, c'est l'intelligence de situation. Et c'est la capacité de recevoir un ordre. Ouais. Et en fait, qu'à chaque palier, et ça c'est la force de la France, parce que typiquement, tu vois, les anglo-saxons, les britanniques et les indiens, parce que j'ai bossé avec les indiens, eux, c'est il y a une merde dans la prog, faut rendre compte, et en fait, si tu veux, ça fait cascade, et la décision du mec en haut et la décision du mec en bas. Ok. Dans l'armée française, le capitaine il dit un truc, le CDU il dit bon, le capitaine il a dit ça, donc on va faire à peu près ça, sauf qu'on va faire ça. Chef de groupe il dit bon, le lieutenant il a dit ça, mais en vrai on s'en branle parce que ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, on va faire ça. Puis toi t'es caporal et tu gères tes 2 gadgets et en fait à la fin de la journée tu sais, tu fais aussi un peu ta mission. Et en fait l'armée française c'est un écosystème Ouais. de mecs qui font leur guerre avec une ligne directrice qui suivent, tu vois, mais comme ça. Et l'intelligence de situation comme ça, c'est un ensemble de détails qui mis bout à bout fait la vraie force de la France. Parce qu'après, je parlerai même dans l'entrepreneuriat ou autre, c'est ok, on devait faire ça comme ça, comment est-ce que je peux m'adapter? Et c'est constamment être en adaptation par rapport à un milieu qui peut changer. Et sans se stresser et en ayant la meilleure solution. Parce que des fois, la meilleure solution, c'est ce qui arrive le plus rapidement possible, avec le moins de mauvaises conséquences derrière. Et ça, les Français, on est très très forts là-dessus. Et après, que ce soit dans le business, toi, ça a dû te servir aussi. Il y a toujours des imprévus, des canons conformes, et c'est comment on s'adapte au mieux au vu d'un temps réduit. Ouais, moi vraiment la partie de l'armée qui m'a vraiment aidé dans le business, c'est la capacité de... Le burn-out n'existe pas, Ouais, c'est le ça. sommeil, je le rattraperai plus tard, ce qui est pas bien pour la cortisol, j'imagine. Ouais, non, c'est pas forcément bien, mais avec l'armée, moi je me rends compte qu'il y a certains gens qui sont par exemple en retard sur des tournages ou qui disent non à certaines choses ou quoi. Moi, l'armée, j'étais habitué, en fait, on n'a pas d'heure, on a une solde, on n'a pas un salaire. Donc pour moi, travailler de 8h à 17h, ça me paraissait
C'est chill, quoi. Moi, c'est un camp à Kélus, c'est 2 semaines, quoi. Donc, ah ouais, non, bah... moi, des fois, de faire des périodes où on enchaîne, que ce soit les voyages, les transports et tout, et en plus... Bah là, t'as une vie un peu trépidante, là. T'as été un peu aux 4 coins de la France, là, dernièrement. Ouais, bah là, j'étais au Cap Ferré début de semaine, après j'étais à Bordeaux, je suis descendu à Bayonne, là, je suis monté à Paris, cet après-midi, je suis sur Lyon, après, je suis sur Annecy le lendemain, je suis sur Genève après quelques jours, après, je pars sur Fréjus, je vais peut-être au Portugal, Cannes, enfin... Là, Et tout en train. Donc les écolos, laissez-nous tranquilles. Ouais, et les gars, j'ai plus de carte SNCF en plus, donc je paye mes billets de train plein prix. Ah ouais, donc, c'est que ça, c'est le truc qui me manque le plus avec l'armée. Tu sais, t'arrives, tu prends un Nice-Paris à l'arrache, ouais, 40 balles, tu dis, oh les bâtards. Ah bah là, si vous voulez les gars, je prends un train là, dans 1 heure ou 2 pour aller sur Lyon-Pardieu, 182 € parce qu'il n'y avait plus que des billets en première classe. Parce que c'est en last minute, donc 182 € pour 2 heures de train, c'est Dieu qui donne. Je vais être franc avec toi, mec. Ouais. Demain, je suis sur un siège éco ou première classe et mon voisin de siège, c'est toi, je suis au bout de ma vie. Je te regarde, tu fais assez chiant ça. Parce que déjà, moi, je prends de la place, mais alors toi, je te vois arriver, je dis, oh, enculé, je vais être contre la vitre, tu sais, comme ça, là. Tu sais, je vais faire les trucs de bâtard, là, genre. Tu te pousses, tu mets la coudoir, tu dresses et tu regardes comme ça, tu regardes comme si t'avais pas vu la fenêtre et tu fais tout doucement. C'est le truc passif-agressif, genre. Et après, dès que je vois que tu as poussé, tu regardes, tu fais... Ah, vous voulez vous mettre là? Non, mais toi, si un jour tu dois partir au State et que tu fais le ratchouk et que tu prends un truc économie... Ah, je pourrais pas... C'est pour ça que ça va me coûter plus cher, c'est sûr, mais... Le mec, tu sais, genre, je me mets parce que des fois, quand je prends l'avion pour aller au State ou des trucs comme ça, ou sur d'autres continents... Moi, je suis jamais allé au State. Moi, je suis... Bah, tu devrais y aller, ça te plairait, je pense. C'est tout en grand, donc ça tirait. Ah, excellent. Parce que c'est un pays qui a été conçu pour les gros, donc... du coup, les gros, j'ai chaud, hein. Il y a pas la clim, là, mais... Ah bah là, ouais, bah c'est une religion, là-bas, la clim. Ah ouais, là, c'est fou. Mais bon, c'est foutu de leur gueule sur la clim, mais là, avec la canicule, comme tu peux le constater, on ramasse, hein. Ouais, bah moi je ramasse le premier avec mon poids d'obèse là. Mais tu sais, genre moi à chaque fois, j'ai gardé une notion de prolo, tu vois, donc je reste les petits, il y avait pas de petites économies. Donc si mais je dois ça, faire, et en fait, quand le niveau de vie il augmente, parce qu'après l'armée en fait, que ce soit les réseaux ou autre, le niveau de vie il augmente clairement. De garder un niveau de vie bas et pour investir dans des projets, c'est le plus important. Ah ouais, c'est ça. Et moi je prends des vols en économie, et quand je me retrouve à côté d'un mec, tu sais, genre alors, généralement ils sont pas costauds des épaules, ils sont costauds du bas. Mais là t'arrives sur le siège, donc moi à chaque fois ce que je fais, c'est que je vais faire un peu du gringue aux hôtesses, tu sais. Bon, juste pour... J'ai monté le 3C, si vous avez une urgence médicale, vous venez me chercher, je vous aide pour les premiers secours. Je fais ça, oh yeah, so charming et tout, tu sais, j'en fais une petite blague, tu sais, genre je range ma valise. Et genre, ça, c'est un truc à l'armée, par exemple. Là, vous voyez, là, ce qu'il vient de dire, à l'armée, on apprend à être un peu passe-partout, un espèce de couteau suisse. Ça, c'est des trucs qui communiquent avec les gens pour avoir un peu pas des avantages, mais se mettre bien un peu partout, quoi. Tu sais, genre, t'arrives, tu fais une première intro, mais tu demandes rien. Et genre, là, tu t'assois dans ton siège, et là, t'attends que l'avion, il commence à se remplir. Et quand t'arrives vers la fin, tu te lèves et tu vas aller voir, tu fais « J'ai vu la rangée de sièges au fond, ça vous dérange si je me mets là? Parce qu'après, je dois travailler quand je rentre et tout. » Ah non, allez-y. Ah mais non, mais allez-y, monsieur et tout. Bim, bam, boum. Ça, c'est bien, ouais. Mais bon, c'est une technique de ratchouk. C'est une technique de ratus, quoi. Il n'y a pas de petites économies, les gars. On va conclure cette vidéo. Théo, je te donne, comme je donne l'opportunité à tous mes invités, face caméra, de promouvoir quelque chose que tu as envie de promouvoir, un nouveau business, un nouveau concept que tu lances. C'est ta minute commerciale. J'ai profité de cette minute commerciale pour faire quelque chose d'un peu différent. Je vais pas promouvoir des marques parce que je les promouvois déjà assez sur mes réseaux. Mais si je peux faire un mot qui vous touche tous derrière. Donc le parcours de vie que j'ai eu, il est un peu atypique. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, j'ai pu me rapprocher de Dieu. J'ai fait une grosse phase de développement personnel. Et à qui derrière cette vidéo pourrait se reconnaître à travers mon discours, je l'encourage grandement à s'isoler un petit peu de l'entourage toxique qu'il pourrait avoir, se rapprocher de Dieu, essayer de se mettre à la lecture, essayer d'être une bonne personne, garder un cœur ouvert, un cœur grand, soyez bon envers les autres, n'attendez rien en retour, donnez le meilleur de vous-même et step by step, la vie fera que vous serez dans une meilleure situation. Et surtout, n'oubliez pas, comme on a dit tout à l'heure avec Thomas, le suicide c'est une solution permanente à un problème temporaire. Donc, très belle phrase que je vais réutiliser. Ouais. Là, je crois qu'il y a un mec qui commence à me parler de se foutre en l'air. Ouais. Parce que j'ai un bar, hein, donc évidemment, de temps en temps, et juste essayer d'être la meilleure version de vous-même. Vous comparez pas aux autres. Les réseaux et tout ce que vous pouvez voir sur Internet, c'est pas la réalité. Et vivez dans votre temporalité et arrêtez de stresser. Parce que ça va bien se passer. C'est très important, hein, la spiritualité. C'est vrai que moi, je suis des années 90, donc c'était une génération qui avait tendance un peu à minimiser l'existence de Dieu et de la spiritualité. Moi, personnellement, j'ai une connexion spirituelle qui n'est pas des plus... Je suis pas des plus pratiquants. Je me force à y aller une fois de temps en temps, histoire de dire. Mais c'est quand même assez important
de vouloir, justement, parce que normalement, les religions sont censées prêcher le bien. Tu vois, moi, chaque fois que je vais faire une connerie, ou que je vais faire un truc qui pourrait être, tu vois, genre pas... On pêche tous, entre guillemets, pour prendre un terme chrétien. À chaque fois que je vais faire un truc où je me dis, bon, allez, là, je vais peut-être couper un raccourci, c'est un peu malhonnête, mais je vais le faire. Ouais. Je me dis... Non, parce qu'il me voit là-haut. Ok. Et à chaque fois, moi, c'est mal. Et j'ai vraiment cette théorie que si je fais le bien autour de moi, le bien revient à moi. Tu vois, c'est aussi une notion. C'est factuel. Et ça, les gars, je Voilà. l'ai vraiment vu. À partir du moment où j'ai commencé à imaginer qu'il y a une caméra qui me suive partout, que ce soit une entité supérieure, et si je fais ça, est-ce que lui va être OK avec ça? Votre vie change radicalement. Et pensez dans un état de groupe. Chaque petite erreur que j'ai pu faire dans ma vie, si j'avais pensé, est-ce que ça bénéficie au groupe? Le groupe, que ce soit votre compagne, que ce soit vos amis, est-ce que conduire après avoir bu 6 pintes, ça va aider le groupe? Exactement. Non. Alors le faites pas. Et ça, peu importe la décision que vous allez prendre, est-ce que ça aide le groupe étant vos amis, votre copine ou quoi, bah en fait, tous les problèmes de ma vie, j'aurais pu les éviter en me posant cette simple question. Non, mais c'est clair. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de mettre des patates. Des fois, j'ai des mecs de 60 kilos qui viennent m'embrouiller parce qu'ils sont sous tous les produits à la porte et que je les ai recale. Ou que mon videur les a recale. Et tu sais, des fois, j'entends mal parler. Donc ça te fait monter la tension. Ouais. Et après, tu dis, en vrai, c'est un mongol. Demain, il sera sobre, il aura oublié. C'est Ça sert à rien de le tabasser. Et tu sais, il y a des mecs qui prennent des mecs qui font de la sécu ou qui sont dans le monde de la nuit, qui prennent plaisir à tabasser des mecs bourrés. Ça, c'est mauvais. Mais en fait, c'est de la méchanceté pure. Et même si des fois le mec il t'a énervé, t'as envie de lui mettre une bouffe, de se dire bon, en vrai c'est un blaireau. Là, il est pas maître de lui-même parce qu'il est sous substance. Tu sais, de prendre. Après, ça dépend évidemment. Il t'agresse avec un couteau ou il tire les cheveux d'une meuf. Là, tu lui mets une trempe. Parce qu'en Mais plus, les gars, si éducative. vous faites quelque chose, il suffit que la personne en face apporte plainte, bah, Ouais. vous allez en justice. Vous faites mal à la personne, justice. Lui, il sort un couteau, quelque chose, bah, votre vie peut se terminer. Donc en fait, sur une solution temporaire, il peut y avoir un problème vraiment permanent. Là, pour Bah, ça a pour le tendance coup, à la c'est phrase de tout à l'heure, tu vois. C'est clair. Et moi, j'ajouterais aussi un autre truc à ce que t'as dit. J'ai découvert un truc il y a pas longtemps. Je dirais il y a 1 an et demi. Ok. C'est le plaisir que procure d'être poli et gentil avec les gens. Ouais. Parce que moi, je viens de Nice, qui a une mentalité très passive-agressive. On a tendance à toujours s'envoyer des vannes, à toujours, voilà, tu vas se mettre la pression. C'est un peu la mentalité de la ville. Ouais. Moi, j'étais comme ça aussi. Et j'ai trouvé un réel plaisir à être vraiment cordial avec les gens. Bah, ça me Et fait à plaisir faire ce que des tu dis manières. là. Parce que même que ce soit donner un compliment, par exemple, pour si vous avez peur du regard des autres ou quoi, donner un compliment à un inconnu. Ça mange pas de pain, la personne va être contente, et même d'être bon envers les autres, vous allez voir les couleurs un petit peu plus brillantes, vous allez voir la vie un peu plus souriante, les énergies vont s'aligner, et la loi de l'attraction va fonctionner. Moi j'ai lu un bouquin, c'est la loi de l'attraction de Rhonda Brune, si je dis pas de bêtises. Okay. Si vous êtes une bonne personne, la vie va vous le renvoyer, mais c'est réel. Et pendant des années, je me suis dit, oh, c'est comme l'armée, c'est quoi ces trucs de cons et tout quoi. Non, soyez juste des bonnes personnes, faites des compliments aux autres plutôt que de clasher les gens, parce que l'impact des mots, il est réellement important pour certaines personnes. Et ben on va conclure là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à Théo. Son Instagram sera mis juste ici. Voilà, à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter, à liker, bref, peu importe. Et on souhaite un bon voyage à Théo qui là va prendre le train pour aller à Lyon. Ça fait plaisir, ouais. Allez. Bah moi c'est un honneur parce que pendant tout mon cursus SAS, à chaque fois, dès qu'on avait un petit quartier libre, on allait regarder sa page Instagram, on parlait de Mike Echo. Quand j'étais en URH, là, qu'il pleuvait, qu'on faisait des crash packs contre des arbres là, dans les Landes, on disait ah putain arrête de faire du Mike Echo, et aujourd'hui je suis avec lui assis sur une chaise. Ouais, d'ailleurs mon tabouret, je pense que je vais refaire les points de soudure. Hein. Ouais, bah après je transpire autant qu'en URH. Il fait chaud un peu. Allez, ciao. Allez. Ciao les gars. Il a vu.